Hey, bonjour à tous, ici le seul unique Ryu-sensei, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vidéo spéciale Shanks. Dans cette vidéo, on va concrètement voir plusieurs preuves que je qualifie comme étant ultimes, qui font que Shanks est le pirate le plus puissant au monde actuellement. Si vous aimez One Piece, que vous aimez la puissance et que vous aimez la piraterie, posez-vous tranquillement parce que j'envoie une vidéo qui prouve véritablement qui est Shanks. Sans plus tarder, c'est parti pour des révélations dignes de ce nom. Cette vidéo est sponsorisée par Core. Core est une nouvelle plateforme en ligne qui est alimentée par Unreal Engine. Core propose des milliers de jeux gratuits en ligne créés et animés par une communauté de développeurs. On peut jouer mais également créer et publier son propre jeu RPG, shooter, simulation comme Sims, etc. Tu kiffes les animés et la puissance? Oui, donc cette plateforme est faite pour toi. Il y a plein de jeux inspirés des animés comme Hero Academia qui est inspiré du magnifique animé que vous connaissez tous. Dans le jeu, tu incarnes un personnage de ta création avec un alter des plus stylés et tu parcours un open world en remplissant des quêtes. Il y a également Hero Park où tu deviens le manager d'un parc d'attractions avec des héros inspirés de persos d'animés et tu peux partir à l'aventure dans Cannons and Corsair en mode vive l'aventure et les gros combats. Personnalise ton monde, tes persos et tes skins et interagis avec une communauté de passionnés. Tout est gratuit. T'es là tranquillement et tu fais ce que tu veux comme Kaido sur Onigashima. Incroyable. Rejoins Core dès à présent, joue à des mini-jeux gratuits ou crée ton propre jeu. Tous les liens sont dans la description. Incroyable. Dans ma dernière théorie, j'ai parlé d'Akainu et de son obsession pour Dragon. En effet, durant Marineford, il n'a fait que dire que Luffy était le fils de Dragon. Il pouvait l'appeler le petit-fils de Garp, Luffy, Monkey D. Luffy, Mugiwara ou que sais-je encore, mais il était resté bloqué sur le fait qu'il soit le fils de Dragon. En fait, jusqu'à la fin de Marineford, Akainu était déterminé, il était surtout déterminé à se faire le fils de Dragon. Il voulait lui ôter la vie et personne ne pouvait lui faire entendre raison. Vient alors Kobe et son discours qui a crié qu'il fallait arrêter les combats. En fait, la marine a tendu un piège à Barbe Blanche par rapport à l'exécution de Ace. Le but étant de ôter la vie de Barbe Blanche. D'ailleurs, la première attaque de Kizaru était sa technique la plus puissante et elle était dirigée vers Barbe Blanche. Rappelez-vous, Marco s'était moqué de Kizaru en disant qu'il ne pouvait pas avoir le roi du premier coup. La marine voulait donc abattre Barbe Blanche parce que individuellement, il représente une grosse menace. Kobe, voyant que Newgate et Ace avaient perdu la vie, eh bien il hurla que les combats n'avaient plus lieu d'être. Qu'on soit d'accord ou pas, ce n'est pas important parce que le plus important, c'est la réaction d'Akainu. En effet, devant tout le monde, il n'a pas hésité à attaquer Kobe pour lui ôter la vie. Cette réaction montre une chose, la très grande détermination d'Akainu à vouloir coûte que coûte tuer Luffy. Je répète, Akainu était déterminé comme jamais à ôter la vie de Luffy coûte que coûte. Vous connaissez la suite, Shanks est venu, il a dit quelques mots, il y a eu l'action avec Baggy, il a fait rendre le chapeau à Luffy et il a menacé tout le monde. Grosso modo, il a dit si quelqu'un est chaud, qu'il vienne se battre. Oui, parce que Shanks c'est le genre de mec qui impose l'arrêt des combats. Shanks n'est pas venu gentiment, il a imposé l'arrêt des combats. On a tendance à croire qu'il est venu gentiment, mais en réalité il a imposé sa décision en menaçant tout le monde. La marine n'avait pas le choix, elle accepte ou elle combat l'équipage de l'héritier du roi des pirates. Donc Shanks a stoppé Akainu, du temps s'est passé avec Baggy, avec le chapeau de paille et pendant qu'il menace tout le monde. Pendant ce temps, aucun surpuissant combattant n'a voulu en découdre. Que ce soit Doflamingo, Kizaru, Aokiji, Sengoku, Garp et surtout Akainu, personne n'a voulu en découdre avec l'homme qui a menacé tout le monde. Je dis surtout Akainu parce que comme dit plus tôt, il était déterminé comme jamais à continuer les combats. Il voulait aller jusqu'au bout et le pire c'est que Shanks l'a arrêté. Il a purement et simplement arrêté son coup. Il a sauvé l'homme qu'Akainu voulait abattre, il a menacé tout le monde et il s'est même permis de leur faire la morale. La question est donc très simple. Qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien cela veut dire que l'auteur a montré la grande supériorité de l'empereur. Là bien évidemment les fans inconditionnels d'Akainu diront que dans tous les cas, la marine avait terminé sa mission. Or, c'est faux parce que comme vu plus tôt, malgré la mort de Ace et de Barbe Blanche, la marine continuait. La vérité, la voici. Shanks était beaucoup trop puissant pour la marine. Pour gagner contre Barbe Blanche, la marine a dû ramener les Shibukai. Ils ont dû pousser Squardo à trahir Barbe Blanche. Et d'ailleurs, même Newgate était très déçu de ce coup bas de Sengoku. Ils avaient l'avantage du terrain, avec les amiraux qui étaient parfaitement positionnés pour attaquer à distance. Ils ont piégé le terrain avec un énorme mur, d'une solidité sans nom. Barbe Blanche était malade et Akainu a profité d'une crise de cœur. Ils ont menotté Marco en profitant de la crise de cœur de son capitaine. Ils ont gelé Jose en profitant de sa distraction par rapport à Marco. Ils les ont
encerclés avec une armée de pacifistas. Bref, la marine a profité de beaucoup de choses pour gagner. Alors que Shanks qui débarque en pleine forme dans le plus grand des calmes, eh bien là c'est différent. C'est totalement différent. Maintenant je vous donne une affirmation. Shanks est le pirate le plus puissant au monde. Il est comme le roi des pirates, Goldie Roger. Il ne veut pas renverser la marine. De ce fait, il n'a aucun intérêt à vouloir les attaquer pour les faire tomber. Sur Marineford, il aurait pu en profiter, mais il ne l'a pas fait. Posons-nous les bonnes questions. Pourquoi? La réponse est simple, parce qu'il ne veut pas renverser la marine. Alors que par exemple Kaido qui veut un règne de terreur, eh bien lui aurait tout intérêt à renverser la marine. Or, il ne le fait pas, pourquoi? Eh bien c'est simple, parce qu'il y a l'équilibre des forces. Un équipage Yonko égale la marine, donc si le Yonko attaque la marine, il peut gagner, mais il peut également perdre ou perdre beaucoup trop d'éléments. On appelle ça l'équilibre des forces, et cet équilibre fait qu'aucune force n'en attaque une autre. Chaque empereur représente une force à part entière, parce que les empereurs ne sont pas alliés. Prenons une balance où le poids représente la puissance. D'un côté on a l'équipage de Kaido, et de l'autre la marine. Si par exemple un jour la marine perd un ou deux amiraux, eh bien l'équipage Yonko sera plus puissant. Une fois la bataille engagé, il aura beaucoup plus de chances de gagner. C'est pour cette raison que la marine et les Yonko doivent faire attention à ne perdre aucun gros élément. Vous avez l'explication du pourquoi est-ce que la marine a rapidement recruté deux amiraux, Ryokugyo et Fujitora. Akainu, qui faisait le beau devant Fujitora pour Dressrosa, a fini par lui parler tout gentiment après avoir appris l'alliance Kaido-Big Mom. Si un amiral égale un empereur, alors la marine compterait l'équivalent de 4 empereurs, sans compter Garp et Sengoku, ce qui ferait 6 dans l'absolu. Est-ce que c'est ne serait-ce qu'envisageable? La réponse est non. Kaido et Big Mom se sont alliés et c'est pour cela que la marine a chaud et qu'Akainu compte impérativement sur la nouvelle arme de Vegapunk. Contre cette alliance, la marine se retrouve dans une mer de noir, disons les termes. Donc, selon la balance de puissance, la marine a besoin d'une autre force lui permettant de rivaliser. Les Shichibukai n'étant plus, la marine a besoin de la nouvelle puissance que lui accordera Vegapunk. Tout ce que je vous ai dit est factuel et vérifiable. Moi, mon travail, c'est de rassembler et de mettre en corrélation afin de vous donner des conclusions. Reparlons d'Akainu parce que le personnage sert d'indicateur pour plusieurs choses. Tout d'abord, je voudrais développer ce que j'ai dit il y a quelques semaines dans une vidéo. Akainu aurait dû mourir, ou au moins rester KO après son affrontement contre Barbe Blanche. Cependant, il est clairement revenu pour le scénario. Je m'explique. En fait, Akainu devait quoi qu'il arrive rester vivant parce que c'est lui qui devait représenter la marine enragée, agressive, violente et déterminée, et parce que c'est lui qui devait attaquer Kobe pour qu'ensuite Shanks débarque et le stoppe. En fait, c'était purement et simplement une obligation. Il ne pouvait pas en être autrement. C'est pareil pour la mort de Ace. Il est mort parce qu'il devait mourir. C'était obligatoire par rapport à Luffy, par rapport à son développement, mais également par rapport à la suite de l'œuvre. Comme l'a clairement dit Sengoku, la marine devait éliminer la lignée du roi des pirates parce que le sang du roi des pirates coule dans ses veines. C'est très simple, le potentiel évolutif de Ace était beaucoup trop gros. Si Barbe Blanche voulait faire de lui le prochain roi des pirates, ce n'est pas pour rien. Il savait qu'il avait tout pour devenir aussi puissant que son père. Goldie Roger. Pour Akainu qui reste debout, c'est pareil. Il aurait dû rester en bas, mais il n'y avait que lui qui pouvait assurer le rôle. En parlant de Barbe Blanche, qui est l'homme le plus fort du monde, quand on analyse bien ses différents affrontements avec le chien rouge, eh bien on remarque qu'il ne transpire pas de peur. En effet, Akainu s'en tape littéralement de combattre contre Barbe Blanche. En réalité, il lui a clairement dit qu'il était un homme du passé. Les mots sont forts, mais malheureusement, ils sont véridiques. Barbe Blanche n'avait plus sa puissance d'antan, et la maladie l'a trop grandement affaibli. On en revient donc à Shanks, parce que contrairement à Newgate, Shanks a purement et simplement fait transpirer Akainu. Il l'a fait transpirer et Akainu n'a pas voulu l'attaquer. Vous en ferez vos conclusions. Quand Shanks a stoppé Akainu, eh bien Akainu l'a regardé dans les yeux et il a transpiré à grosses gouttes. Le truc c'est que l'auteur a volontairement caché les yeux de Shanks. De plus, comme je vous l'ai clairement prouvé, Shanks a en fait utilisé beaucoup de haki des rois concentrés sur Akainu. C'est pour cette raison que Toby a perdu connaissance avec de la mousse au niveau de sa bouche. En effet, dans le manga, contrairement à l'anime, quand quelqu'un est trop fortement en contact avec du haki des rois, il y a de la mousse qui sort de sa bouche. Donc pour résumer, on a un auteur qui cache volontairement les yeux de Shanks, on a Akainu qui transpire énormément et qui est effrayé alors
alors qu'il n'a pas eu peur de Barbe Blanche, et on a une très forte utilisation du Haki des rois. En fait, je pense que l'auteur a volontairement caché les yeux de Shanks pour nous réserver quelque chose pour plus tard. En effet, avec l'utilisation du Haki des rois à très haut niveau, le regard devient limite démoniaque. Donc, on en vient au dernier épisode de One Piece en date, parce que comme par hasard, et d'ailleurs l'épisode est sorti après l'écriture de ma théorie, les yeux de Goldie Roger sont devenus rouges quand il a concentré sa puissance. Je vous le donne dans le mille, Goldie Roger a utilisé la puissance du Haki des rois offensif. Et d'ailleurs, les yeux de Newgate sont devenus rouges parce qu'il avait également le Haki des rois. La différence entre eux, c'est que le Haki des rois de Goldie Roger était bien supérieur. Les yeux de Shanks étaient rouges quand Akainu l'a regardé, et son regard l'a littéralement effrayé. On avance doucement mais sûrement, parce qu'après les yeux rouges, la prochaine étape c'est l'explication de l'éveil du Haki des rois. En effet, Shanks tire sa puissance d'un éveil supérieur du Haki des rois, qui est un pouvoir qui surpasse celui des fruits du démon. De Big Mom, Kaido et Shanks, Shanks sera le dernier à être développé en termes de puissance. Pour son œuvre, Monsieur Eiichiro Oda utilise un procédé très simple et très efficace. L'augmentation progressive des niveaux de puissance. L'arc Marineford, c'est le summum de ce qu'on pouvait avoir pré-Ellipse, et l'arc était nécessaire par rapport à Ace et Luffy. Après Marineford, on est reparti sur une base, et l'auteur a repris une augmentation progressive des niveaux de puissance. Oji Jones inférieur à César, inférieur à Doflamingo, inférieur à Cracker, et inférieur à Katakuri. Cracker étant officiellement supérieur à Doflamingo, de par cette preuve irréfutable que je vous ai déjà exposée. Big Mom est une femme prévoyante. C'est pour cela qu'elle m'a envoyé moi pour battre l'homme qui a battu Doflamingo. Si Cracker avait été plus faible que Doflamingo, ça n'aurait aucun sens. Donc, à moins de dire que ça n'a aucun sens, il faut reconnaître que Cracker est supérieur à Doflamingo. Pour les Yonko, c'est pareil. On commence avec Big Mom, puis on a Kaido, et enfin, on aura Shanks. Shanks est supérieur à Big Mom et Kaido, et il est actuellement supérieur à Barbe Noire, donc Teach, qui est loin d'avoir atteint son prime. Shanks est actuellement l'empereur le plus puissant au monde. Et d'ailleurs, Monsieur Eiichiro Oda a annoncé officiellement que Shanks allait bouger en 2021. On imagine bien que si l'auteur prend la peine de faire une annonce spéciale, c'est clairement que l'empereur est littéralement au sommet du monde. Ah oui, et pour rappel, les liens pour corps sont en description, la plateforme est excellente et c'est totalement gratuit. Oui, allez, Janet, tu n'auras pas regardé ma vidéo pour rien.